ABK Matin, l'interview. Docteur Safari avec moi ce matin. Bonjour docteur. Bonjour Didier. Ça se voit que vous allez bien. Toujours, ça va. Alors avec vous, on a choisi ce matin d'être dans la prolongation, le prolongement d'un sujet. Prolongation parce que la première partie c'était la semaine dernière, on a parlé d'insectes. Oui. Voilà, et on s'est dit il faut continuer. Et quand on parle chez nous, on est là dans le prolongement de cette même famille-là, on parle d'entomophagie. C'est bien cela. Alors, on parlera de l'impact de l'entomophagie sur la santé, mais avant, c'est quoi l'entomophagie? L'entomophagie, c'est le fait que les humains consomment les insectes. C'est-à-dire les humains décident de prendre pour nourriture les insectes. Et là, il est bien de noter que ce n'est pas un fait anodin. Ce n'est pas aussi un fait nouveau. Parce que sur près de 7 milliards d'habitants de la Terre que nous sommes, plus de 2,5 milliards de personnes consomment les insectes comme nourriture dans le monde entier. En Afrique, en Asie, en Amérique, c'est une réalité courante. Il y a de quoi se poser des questions et voir ici quel est l'impact de ces insectes sur le côté sanitaire. Rassurez-nous, c'est pas mortel. Ah Didier, je vous dirais qu'il y a des insectes qui sont très mortels. Il y en a qui sont mortels, il y en a qui ne le sont pas. Maintenant, il faudrait savoir lesquels sont propices à la consommation et lesquels il faudrait éviter. Sauf que pour ceux qui n'ont pas une connaissance assez précise de la qualité, du comment, du quand consommer les insectes et qui le prennent parce qu'ils voient les autres prendre, effectivement, ils s'exposent au risque de souffrir et de voir leur santé très très engagée à cause de leur ignorance. Oui. Mais il y a quand même des insectes, vous nous dites donc qu'ils sont riches en nutriments. Oh, mais a priori, tous les insectes ont des nutriments. Okay. Oui, bien sûr, a priori, si ce n'est qu'un problème nutritionnel, surtout au niveau des macronutriments, tous les insectes en ont. D'ailleurs, c'est une excellente source de protéines. Mais allons voir, tous les nutriments ne se valent pas. Ne se valent pas. On a parlé d'insectes et si on parlait de chenilles après. Oui, précisément. Oui, voilà, précisément. Précisément, on parlera de chenilles. Et ici, je rappelle que la chenille est une étape d'un processus. Si je prends l'exemple du papillon qu'on connaît bien, on sait que le papillon, avant de passer à la phase de chrysalide et d'arriver au stade de papillon, il est d'abord chenille. Il passe par la métamorphose. Il passe par la métamorphose. Ok. Il y a donc des chenilles qui se métamorphosent, comme le papillon. Il y en a qui ne se métamorphosent pas et qui meurent à l'état des chenilles. Et maintenant, il faudrait identifier quelles sont les chenilles qui sont propices à la consommation, quelles sont les chenilles qui ne le sont pas. Et à ce niveau, la population est très peu informée sur les valeurs sanitaires des aliments. Et il faut noter qu'aujourd'hui, les gens ne mangent plus avec pour objectif leur santé. Ah, pas du tout. D'ailleurs, quand vous posez la question aux gens, pourquoi tu manges? Très peu te diront, c'est parce que je veux être en santé. Beaucoup vous diront, j'ai faim. Mais quand j'ai faim, je mange. Mais c'est tout, je me fais plaisir. D'ailleurs, au nom du goût et du plaisir, plusieurs ont amputé leur santé. Par ignorance pour certains, d'autres, bien que le sachant, mais privilégiant ici le goût de leur palais. Aujourd'hui, nous verrons, que ce soit au niveau du goût, que ce soit au niveau de la santé, quel est l'impact et l'impact de la consommation des chenilles. Des chenilles. Voilà. Est-ce que manger les chenilles, peut être dangereux pour le microbiote intestinal, par exemple? Bien sûr, Didier. Oui. Bien sûr. Je rappelle quel type de chenilles, précisément? En principe, tous les aliments morts, notamment des cadavres. Permettez que j'emploie ce mot. Pour ceux qui nous écoutent déjà, ils savent ce que j'appelle les cadavres, c'est-à-dire les animaux, les aliments d'origine animale. La plupart ne sont pas propices à la bonne prolifération de bonnes bactéries dans le microbiote. Parce que je rappelle que le microbiote de tous les organes du corps, l'intestin est pratiquement l'organe qui a un microbiote le plus élevé. Le microbiote étant ici le lieu où il y a une symbiose entre les probiotiques et les symbiotiques. Les bonnes bactéries, entre guillemets, et les mauvaises bactéries. Ce lieu-là, la prolifération des bonnes bactéries n'est possible que si vous donnez à cet organe les aliments dont il a besoin pour son bon fonctionnement. Et à ce sujet, c'est quand on étudie dans le microbiote qu'on se rend compte que on ne doit pas tout manger. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les aliments qui doivent se manger. Parce qu'il y a des aliments, certes, à la bouche, très
très goûteux. Oui. Au niveau nutritionnel, très nutritif. Mais au niveau sanitaire, très dangereux. C'est-à-dire qu'ils vont plutôt tuer les bonnes bactéries, augmenter l'acidité et mettre en péril la santé. Pourtant, si on ne regarde que les valeurs nutritionnelles, on leur donnera beaucoup de valeur. C'est pourquoi d'ailleurs, je crois qu'on doit revoir, vraiment, peut-être, finalement, je vais dire qu'on doit revoir ici les bases d'une bonne alimentation. Oui. Parce que la science, bien souvent, les scientifiques ont apporté beaucoup pour notre peuple et pour l'humanité, en ce qu'ils ont donné de comprendre le comment et le pourquoi de certains aliments. Mais attention, les scientifiques aussi ont été la cause, leurs études ont été la cause de plusieurs déroutes en matière de qualité de santé. Parce que, bien que ayant justifié l'apport nutritif d'un aliment, cela ne justifie pas l'apport dangereux de cet aliment. D'ailleurs, je voudrais citer ici maintenant les livres pour rendre hommage au docteur Bachel, un excellent médecin biologiste qui est allé étudier les plantes et qui a finalement relevé que les céréales telles que le blé, le maïs, le riz étaient des super aliments, c'est-à-dire excellents dans le domaine nutritif de l'humain. Mais aujourd'hui, quand on se rend compte que les aliments qui détruisent le plus la santé des humains, c'est encore ces aliments-là, c'est-à-dire le riz, le blé et le maïs. C'est dit que les études qui hier, en 1800, venaient comme étant une lumière pour éclairer les humains, aujourd'hui ces études sont obsolètes. On ne peut donc plus se baser sur des livres qui, à l'époque, ont été lumière, parce qu'aujourd'hui, la connaissance ayant augmenté et le but de la capitalisation, le sens capitaliste de l'humain ayant également augmenté, on pervertit les valeurs nutritives et même sanitaires des produits qui hier étaient utiles et qui aujourd'hui, ces mêmes produits deviennent des pièges pour notre santé. D'ailleurs, si vous lisez le livre que j'ai écrit sur les découvertes choquantes, vous vous rendrez compte que les causes majeures des pathologies chroniques sont principalement les aliments les plus consommés dans le monde et au Cameroun aussi. C'est pourquoi d'ailleurs, ne consommez plus un aliment parce qu'on a dit qu'il est riche en protéines, parce qu'on a dit qu'il est riche en vitamines, que ce soit macro ou micronutriments. Mais aujourd'hui, il faudrait aller se poser la question. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit aux patients et je vais m'arrêter là. Avant de consommer quelconque aliment, posez-vous la question de savoir cet aliment soigne quoi. C'est-à-dire cet aliment que je vais manger maintenant, il soigne quoi. Et si vous vous posez des bonnes questions, vous aurez des bonnes réponses. Vous aurez des bonnes réponses, ça c'est sûr. Mais si vous demandez cet aliment m'apporte quoi sur le plan nutritionnel, vous mangerez vos excréments. Puisqu'on parle des chenilles, docteur, j'ai cru apprendre que c'était une bonne source d'antioxydants, par exemple. Mais Didier, les chenilles sont... D'ailleurs, laissez-moi vous donner quelques statistiques. Oui. On constate aujourd'hui que l'apport hydrique dans le monde a cruellement baissé à cause de la consommation du bétail. Ça veut dire que élever les bœufs, élever les vaches pour essayer de nourrir l'humanité cause plus de tort sur le dérèglement climatique, a un impact nocif pour le déboisement, par exemple. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on recherche le plus sur les aliments sur les animaux? C'est les protéines, par exemple. Ok, mais on se rend compte aujourd'hui qu'élever les insectes a moins d'apport, a moins de risques, détruit moins la planète en élevant les insectes, mais pourtant, sur le côté valeur nutritionnelle, les insectes ont autant de protéines, voire un peu plus que les animaux. Ça veut dire que si ce n'est que regarder les valeurs nutritives, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous trouverez certainement chez les insectes les raisons de les manger, de les consommer. En Asie d'ailleurs, ils vont un peu plus loin. Ils consomment les insectes crus. C'est-à-dire ils prennent les asticots crus, ils les mangent. En Asie, on élève presque tout. Même les cafards, on les élève. Je rappelle que les cafards sont très riches en protéines. Je sais pas, des cafards, très riches en protéines. Les cafards, dans les blattes, les cancrelats. Les cancrelats sont très riches en protéines. Les chenilles sont très riches en protéines. Mais n'allez pas demander aux gens de manger les cafards ou les cancrelats. Vous comprenez très bien. Nous, Africains, sortons de ces grandes études-là, revenons de manière naturelle. Allez dans vos toilettes, cherchez votre repas pour le consommer. Je pense que vous aurez traversé la barrière qu'il y a entre la foi et la folie. Donc, Didier, bien que ayant trouvé les valeurs nutritives dans certains aliments,
ça ne justifie pas pour autant que ces aliments doivent être consommés. Parce que tout peut se consommer, mais tout n'est pas utile pour la santé. Surtout que en les consommant, vous avez certes ces valeurs nutritives, mais à côté, vous avez des déchets, des conséquences que laissent ces aliments. Et si un aliment doit vous apporter des protéines et derrière causer, augmenter la prolifération des tumeurs, il serait bien d'éviter. Est-ce que l'environnement où les chenilles, par exemple, sont récoltées, parce que c'est ce qu'il faut dire, l'environnement compte, par exemple, environnement propre, préparé pour éviter tout type de contamination, comme l'élevage avec suivi, est-ce que ça compte? Là encore, vous parlez comme un scientifique. J'aime bien votre question, parce qu'il est purement scientifique, purement rationnel. C'est d'ailleurs pourquoi certains scientifiques estiment que les chenilles prises dans la nature ont plus de risques pour la santé que les chenilles qu'on a élevées. Parce qu'en les élevant, on peut contrôler plus ou moins l'hygiène. Mais ça, c'est une théorie. Je rappelle, chaque fois que vous essayez de contrôler l'aliment des humains, vous causez plus de problèmes que de bien. Parce que dans le contrôle, il y a l'impact humain. Et on sait combien l'humain, dans sa sagesse, s'il n'a pas, dans sa connaissance, s'il n'a pas la sagesse, il devient un problème pour la santé. Et j'aime à dire, Didier, que le pouvoir est un instrument qui ne se donne pas aux enfants. Parce qu'un enfant qui a le pouvoir est un danger pour le peuple et un danger pour lui-même. D'ailleurs, donner un peu l'âme à un bébé, juste en jouant avec le côté où ça ne manque pas, tout le monde va fuir. Il est même écrit que malheur au peuple dont les dirigeants sont des enfants. Tout à fait. C'est ça. Parce que justement, l'enfant ne sait pas diriger son pouvoir. Et j'aime bien la phrase de la Bible que je ne cesserai de citer, qui dit ceci. J'aime cette phrase magnifique, vraiment. Et je vais le citer avec beaucoup de prohibité. Cette phrase dit: aussi petit que soit l'héritier, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'étant maître de tout. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'étant maître de tout. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que avoir le pouvoir, ça n'a de valeur que si vous avez la connaissance et la maturité pour gérer ce pouvoir. Et là, je m'adresse ici maintenant aux scientifiques pour revenir à votre question. La connaissance que nous avons acquise aujourd'hui pour pouvoir élever certains aliments, s'il vous plaît, c'est un avantage pour ceux qui ont une bonne moralité. Mais si cet avantage tombe entre les mains de ceux qui ne sont pas de bonne moralité, je vous assure, c'est un génocide que nous allons créer. Absolument. Et aujourd'hui, on vit cela avec certaines personnes qui ont de l'argent, avec certains pouvoir économique, et qui finalement se prennent eux-mêmes pour des médecins, qui finalement eux-mêmes se prennent pour les agriculteurs, qui se prennent pour tout sous prétexte qu'ils ont de l'argent pour acheter tout le monde. On arrive à fabriquer le maïs. Il dit fabriquer dans les laboratoires. Et ceux qui les fabriquent eux-mêmes entrent dans les laboratoires couverts, bandés, fermés partout, sont incapables de respirer l'air de ce laboratoire, mais prétendent sortir des produits qui seront consommés par des hommes à l'extérieur. Vous comprenez donc que la connaissance est bien, mais la connaissance n'a de valeur que si cela est utilisé par des bonnes personnes. Absolument. Donc maintenant, si vous voulez élever les chenilles, parce que vous voulez contrôler l'hygiène, contrôler tout, attention, de même que vous allez contrôler l'hygiène, on va vous vendre ce côté avantage de la maîtrise de la chaîne de valeur, mais il y a également l'inconvénient qu'on peut donner à ces chenilles les aliments qu'on veut pour créer chez les humains les douleurs qu'on veut. Et c'est pourquoi d'ailleurs je dis, il n'y a pas meilleur formateur que la nature elle-même. Laissez la nature faire... Avoir soin d'elle-même. Absolument. Parce que la nature est tellement fidèle à son créateur qu'elle donne toujours les résultats attendus par le créateur. Lorsque l'humain entre dans le jeu, l'humain est tellement infidèle. D'où l'expression il dénature. Bien sûr. ce qu'il trouve. Absolument. L'humain est tellement infidèle que courir le risque de corrompre ce qui est fidèle ne peut être que préjudiciable pour sa propre espèce. C'est ça. Vous écoutez Abeka Matin, vous êtes sur Abeka Radio. Avec le docteur Safar ce matin, nous revenons sur la semaine dernière et nous avons évoqué avec lui justement la situation de consommation d'insectes qui peut être préjudiciable. Ça, c'était la semaine dernière. Et cette semaine, nous parlons de consommation des chenilles. Exact. C'est sensiblement la même famille, on va dire. Oui, bien sûr. Ce sont des insectes, des chenilles qui deviennent plus tard des papillons et tout le reste. Voilà. Absolument. Alors,
Je suis toujours à parler des bénéfices. On a parlé des bénéfices pour la flore intestinale en tant que source d'antioxydants. Vous avez parlé d'acides gras insaturés tout à l'heure quand vous parliez déjà des insectes et par ricochet des chenilles. Pourquoi je dis toujours chemises pour dire chenilles? Riches en vitamines et minéraux, vous en avez parlé. Excellente source de protéines. Mais tout cela ne fait pas de toutes les chenilles comestibles. Absolument pas. Voilà. Absolument pas. Mais vous connaissez le FOS, docteur, par exemple. Oui, bien sûr. Le FOS qui est très prisé chez nous. Oui. Voilà. Vous encouragez la consommation du FOS? Vraiment, si c'est très, très bien. Les chenilles raffia. Oui, je comprends bien. Si la chaîne de conservation, de la production, de la conservation à la consommation est bien respectée, si ce n'est que pour les valeurs nutritives, cela est tout bénéfique pour celui qui le consomme. Mais maintenant, comme j'ai dit souvent, Didier, je suis un roi. Et je considère que les humains sont des rois. Les hommes les femmes sont des reines. En tant que roi, je ne mange que la nourriture ou alors les aliments qui sont à la hauteur de la personne que je suis. Dites-vous bien que quand on regarde même l'ordre et l'historique de la consommation de certains aliments, les hommes n'allaient pas fouiller leurs aliments dans le sol. Pas du tout. Les hommes le cueillaient dans les airs. Le fait qu'on soit sorti des airs pour entrer dans le sol. Oui, je parle des airs, dans les arbres suspendus. Oui, quand on se comprend bien. Puisque vous racontez l'histoire, certains pourraient penser qu'il fut un temps. Ah non. Comme la manne tombait du ciel, et bien peut-être qu'on avait des fruits dans les airs. Non, pas du tout. dans les arbres. Ok, laissez les fruits, ces arriver aliments en maturité. Et en maturation. Oui. Venir vers vous et vous les consommer sans effort magnifique. Oui. Ça, c'est être un roi. Ça veut dire vous dites des choses et ces choses se réalisent parce que vous êtes le donneur d'ordre. Mais quand on n'arrive plus à le faire et qu'on soit obligé d'aller creuser le sol, aller chercher loin, c'est déjà la preuve qu'il y a une certaine déchéance chez l'humain. C'est pourquoi d'ailleurs, la plupart des aliments qui vont se trouver dans le sol ne sont pas en première catégorie des aliments les plus utilisés, les plus utiles pour l'homme. Ah ouais? Bien sûr, c'est-à-dire... Comme les féculents, les tubercules. C'est des sucres lents. Oui. Et je vous rappelle que la plupart des sucres lents, certes, sont riches en énergie, mais au niveau de la santé, vont laisser beaucoup de déchets. Ah oui, beaucoup de déchets. Les sucres que vont apporter, le fructose que vont apporter les fruits, sont bien plus utiles et totalement utilisés par le corps que les sucres lents que les tubercules vont laisser. Les tubercules vont laisser parfois ce qu'on va appeler les glaires. Donc, quand vous avez les rhumes, vous avez des maux, vous avez tout ça, l'une des premières choses qu'on doit empêcher à ceux qui les ont, moi en tant que nutrithérapeute, c'est arrêter toute forme de sucre lent. Ok? Parce qu'en réalité, déjà aller chercher dans le sol, c'était une déchéance de l'espèce humaine. Parce que l'humain cueillait. Ou alors il s'attendait, ça venait le trouver au sol. Il ramassait. J'imagine qu'on se donne plus de peine même à aller chercher dans le sol. Absolument. D'ailleurs, il ne donnait... Même aller cueillir est déjà un problématique. Oui, hein. oui. Quand vous allez chercher donc, il fallait fruit, que les fruits viennent à vous. Absolument. Oui. Et vous ne ramassez pas tout. Oui. Vous devez laisser une partie. C'est ça. Parce qu'il faut que cette partie arrive pour la régénérescence. La régénérescence. Vous comprenez un peu? Oui, oui. Ça, c'était le roi. On est arrivé à un niveau où les humains sont tellement infidèles et leur infidélité a causé tellement de tort à l'humanité au point où ils ne savent plus vraiment ce qui est bien pour eux. Ils ont quitté leur état de roi pour aller à l'état d'esclave, aller chercher là où c'est les animaux qui allaient, aller chercher les aliments. Aujourd'hui, on arrive à trouver des raisons sur tout pour consommer tout. Sachez que c'est vrai, hein, au Gabon, par exemple, je suivais encore un documentaire qui disait que les chenilles dont vous avez cité étaient de la haute classe. Manger du bon mets d'arachide avec ces chenilles, ça signifiait être de la haute classe. Mais vraiment, la haute classe d'aujourd'hui. Parce que si on rentre à l'histoire de l'humanité, la haute classe n'allait pas consommer des choses aussi mauvaises. Ou peut-être de l'aire géographique d'où l'on vient, en fonction des habitudes alimentaires, des us et coutumes. On appartient peut-être à une certaine classe si on consomme un type d'aliment. Et même encore, Didier, c'est vrai que plusieurs personnes vont manger par culture culinaire, d'autres vont manger par mimétisme, en fonction de là où ils sont. J'en parlais en début d'émission, en faisant le rapprochement avec la mauvaise pratique des beignets haricots bouillis depuis des années qu'on en consomme.
et que votre collègue est venu essayer de démonter un peu avec tout ce que l'on sait comme volet de bois vert qu'il a reçu. Je rappelais aux uns et aux autres que plusieurs mauvaises pratiques ne feront pas une bonne pratique. Ça peut faire mal que l'on vous dise certaines choses, ce que vous appelez d'ailleurs, vous avez appelé lors de vos derniers séminaires des révélations, des découvertes choquantes. Ça peut choquer, ça peut faire mal, ça peut faire peur, ça peut énerver même, mais il n'en demeure pas moins que ce sont des choses qu'il faut savoir. Absolument. Et maintenant, libre à vous de les appliquer, et là je m'adresse aux auditeurs, de les appliquer ou de ne pas les appliquer. Mais des spécialistes, à l'instar du docteur Safan, nutrithérapeute, donc qui vous nourrit, qui vous guérit à travers votre plat, votre alimentation, sont aguerris pour vous en parler. Et puis nous espérons simplement que vous preniez en considération ce qu'ils vous disent, même si c'est vrai que vous pourriez hésiter parce que vous avez grandi d'une certaine façon et que les habitudes ont la peau dure. Mais on travaille justement à déconstruire ces mentalités-là pour vous amener à ce qui est bénéfique à votre santé. Et chaque fois que j'en parlerai en tant que témoin, en tant que pas cobaye du docteur Safan, mais en tant que exemple, parce que j'ai très mal vécu pendant très très longtemps en vivant comme le commun des Camerounais, c'est-à-dire qui mangent à peu près tout ce sur quoi ils tombent, parce qu'ils en ont mangé depuis tout petit et que leurs grands-parents avant eux en avaient mangé, et les conséquences sur mon corps n'étaient pas les meilleures. Et depuis le temps que j'ai décidé de me remettre aux bonnes pratiques, je peux vous promettre, amis auditeurs, sans être l'exemple absolu, je peux vous promettre que je vois les changements sans faire plus d'efforts qu'un autre, mais en faisant juste un peu de ce qu'il faut faire. Je vous remercie pour ça, Dr Safan. Pour les chenilles, pour les insectes, ils ont compris, et je peux vous promettre que les retours nous en donnent la preuve. On va dire bonjour à l'auditeur Jacques Voumont qui vous dit merci, docteur. Merci infiniment pour vos enseignements tous les jeudis. Je suis un de vos fidèles. Mon cher Jacques, merci infiniment d'être là. Docteur Safan, en concluant sur les insectes et en retombant sur un sujet très actuel, je voudrais quand même qu'on rappelle que la culture des insectes est une pratique qui est très courante en Afrique et en Asie. Pourquoi dans ces deux continents, ou sur ces deux continents par rapport à ailleurs? Est-ce qu'il y a moins d'insectes ailleurs qu'en Asie, en Afrique? Il n'y a pas moins d'insectes, mais il y a une augmentation de la démographie dans ces deux continents. D'accord. Et surtout la recherche de nourrir son peuple. Mais sauf que nourrir son peuple sans toujours regarder l'impact sanitaire qu'il y a. Parce que même quand on parle d'Asie, Didier, la classe, l'élite ne mange pas les cafards en Chine. L'élite chinoise ne mange pas les cafards. L'élite chinoise ne mange pas les chenilles. Il faudrait le savoir. Et même au Cameroun. L'élite au Cameroun, quand je parle de l'élite, je ne parle pas forcément de ceux qui sont visibles. Hein. Je parle de ceux qui pensent. L'élite ne mange pas des cochonneries. Ils savent ce qu'ils mangent. L'élite, il est prouvé scientifiquement aujourd'hui que la qualité de l'alimentation a un impact sur le QI. Et l'aliment qui a l'impact sur le QI, c'est les légumes, c'est les fruits, c'est prouvé. Ce n'est jamais les cadavres. Maintenant, n'empêche que la foule a tendance à se référer et se tourner vers les aliments bon marché, les aliments accessibles facilement et les aliments qui se trouvent dans leur environnement. C'est d'ailleurs pourquoi facilement dans des villages, lorsque le champ ne produit pas, lorsque les choses sont difficiles, on va aller vers le palmier qui est déjà en putréfaction cherché. Oui. Mais là, c'est encore bien de noter, c'est encore bien de rappeler nos us et coutumes antiques. Sachez que très difficilement, on abattait un palmier dans nos villages. Très difficilement. Parce qu'on savait que le palmier, lui, peut produire jusqu'à sa vieillesse pendant des années. Il était mieux, ce palmier, debout que mort. Ça veut dire qu'on pouvait recueillir l'huile issue du palmier pendant des années. Pourtant, si vous allez l'abattre et qu'il tombe, ces chenilles que vous dites récupérer là-bas, vous allez les recueillir juste quelques jours, quelques semaines, et plus rien. Se dit que même quand bien même nos parents à l'époque allaient manger ces aliments, c'était spontané. C'était de manière sporadique. C'était pas de manière constante. C'était pas tous les jours. L'aliment qu'ils prenaient au quotidien était bien sûr le fruit de la terre, le champ. Oui. Pas les gibiers, encore moins les chenilles. Maintenant, aujourd'hui, l'industrialisation de l'alimentation veut que non. Si je veux quelque chose, je le mange quand je veux et tous les jours, à tout moment. À tout moment. Et là, on entre dans l'industrialisation de l'alimentation. Et je dis toujours, à ce niveau, l'homme va contre nature. Parce qu'il n'y a rien dans la nature qui produit tous les jours, à toute saison. Peut-être l'homme crée-t-il des conditions pour pouvoir avoir ces aliments à tout moment, docteur? Tu dis bien, l'homme crée ses conditions. L'homme n'est pas créature. Très bien. L'homme n'est pas créateur, il est créature.
pour la meilleure vie de l'homme, il ferait bien d'observer comment fonctionnent les créatures qui l'entourent et s'adapter avec, pas essayer de créer lui-même son monde. La preuve, tout ce que l'homme a créé de lui-même, a priori, peut sembler être bien pour lui, mais dans la durée, a prouvé ses limites et même devient nocif pour lui. Je ne prends que l'exemple du téléphone que tu as en main, qui est un instrument exceptionnel à notre génération, mais également une source de destruction majeure pour l'humanité. D'ailleurs, que les créateurs eux-mêmes de ces instruments ne les donnent pas à les enfants, parce qu'ils savent à quel point c'est nocif. Donc, au lieu que l'homme essaie de créer en essayant de se mettre à la place de son créateur, il ferait mieux de bien maîtriser sa place de créature et vivre en harmonie avec ce qui l'entoure. En ce moment, sa vie sera meilleure. Donc, essayer de créer les conditions, non, ce n'est pas utile. On doit comprendre comment fonctionne notre environnement et faire avec. Et à ce sujet, on ne devrait consommer que les aliments qu'ils produisent en leur saison. Ces aliments-là sont plus utiles pour la santé que de manger les aliments en toute saison et qui bien souvent sont dénaturés. Il y a l'auditeur Serge Camille qui pose une question qui n'a rien à voir avec les insectes et les chenilles. Même si c'est un aliment qu'on peut consommer en accompagnement avec des insectes et des chenilles, vous me direz. Il dit, bonjour Didier, j'ai entendu le docteur Safran dire que le riz n'était pas bon pour la consommation. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai suivi? Il se demande s'il a bien entendu. Mais je précise quand même, avant que vous répondiez à la question, que ce matin, je le disais, c'est moi qui le disais, qu'il n'est pas recommandé de consommer du riz qui a passé la nuit. Voilà, c'est ce que je disais parce que on a souvent parlé. Alors docteur, qu'est-ce que vous lui répondez au sujet du riz? Il dit pas bon à la consommation. Vous n'avez jamais dit comme cela. Avant de répondre au sujet du riz, je vais revenir au sujet du blé, qui était un aliment magnifique dans les années 1800. Magnifique. Mais aujourd'hui, en 2024, le blé est problématique à l'échelle mondiale. D'ailleurs, le blé cause tellement de problèmes pour la santé aujourd'hui que cela, on demande aux gens de faire attention. Pourtant, le même blé était découvert en 1800 comme étant un aliment magnifique. Les céréales, une révolution. Une révolution à l'époque. Que ce soit le blé, que ce soit le maïs, que ce soit le riz, qui sont les aliments de très grande consommation. Aujourd'hui, il est prouvé que ces aliments-là ont un impact nocif pour la santé, certains. Et pour répondre maintenant au sujet de Serge qui pose la question, tous les riz ne se valent pas. Je vais déconseiller le riz blanc vivement à qui que ce soit, mais pour ceux qui aiment tellement le goût du riz, je les conseillerais le riz complet. Et surtout le riz qui sort de chez nous. Ici en DOP, c'est meilleur. Ok, ça c'est bien de dire. Maintenant, pour les diabétiques, ceux qui ont déjà des problèmes de santé, problèmes métaboliques, je les conseillerais même pas le riz blanc. Parce que je rappelle que le riz, si tout le protocole de cuisson du riz n'est pas respecté selon que les professionnels nous le conseillons, le riz peut être une occasion de chute pour ceux qui ont déjà un certain dysfonctionnement, surtout pour ceux qui ont déjà certaines maladies chroniques, comme le diabète par exemple, même s'il est complet. Parce que je rappelle qu'avec le riz, on a une forte concentration d'amidon, et comme dans tous les céréales d'ailleurs, leur cuisson pour augmenter le sucre. Si ce n'est pas pris de la bonne façon, ce n'est pas cuit de la bonne façon et ce n'est pas consommé à la bonne heure, ce riz-là peut vous causer beaucoup de problèmes. Et puis encore, le riz blanc, et c'est carrément le déchet du riz. Vraiment, le déchet du riz. Et comme je parlerai du blé, la farine blanche, c'est carrément des déchets, c'est dépourvu de tous ces nutriments. D'ailleurs, j'ai lisé encore un document écrit par un Américain qui disait le blé est l'aliment des pauvres, mais le médicament des riches. Répétez ça. Le blé est l'aliment des pauvres, mais le médicament des riches. Allez savoir pourquoi. Et quand j'ai poussé l'étude de loin avec ce docteur, le blé qui est donné à la foule, c'est un blé dénutri, totalement blanchi, dénaturé. Mais on va retirer ici le germe du blé, on va retirer ici le son du blé, qu'on va aller cette fois-là vendre son germe à l'industrie parfois pharmaceutique qui va être utilisé comme complément alimentaire pour venir supplémenter ceux qui ont été dénutris par le même blé. En d'autres termes, le blé peut vous dénutrir, le blé peut aussi vous être un médicament pour vous. Ça dépend de quelle partie du blé vous consommez. Mais pour la foule, c'est un aliment déconseillé.
Merci infiniment, Dr Safan, parce que quand vous en parlez, hein, j'aime me positionner en exemple, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui peuvent se reconnaître dans ce que vous dites, mais n'ayant pas la possibilité d'être en notre place, c'est bien, parlons pour eux si on a vécu ça. En ce qui me concerne, ça fait des années que je me suis détourné du blé, et je ne m'en porte pas plus mal, hein, pour dire qu'il y a des choses dont on peut se passer. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le gluten également contenu dans le blé peut être... Voilà, en ce qui me concerne, c'est ça le problème. Hein. Oui, je réagis mal au gluten. Ce n'est pas que vous, Didier. Oui. L'anatomie de l'homme. L'homme ne réagit pas bien au gluten. Le gluten, c'est la colle. Oui. Gluten le mot glu vient de colle. Comment vous pouvez imaginer que vous preniez de la colle et vous vous sentez bien? Même si votre corps, à l'instant, ne réagit pas de manière immédiate, ce n'est qu'une question de temps. Vous le prenez dans la durée, ça va réagir. Absolument. Docteur Safan, prenons un autre sujet, si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr. On vient de parler d'insectes, d'en finir, de parler de chenilles également et d'en finir. Je voudrais que nous revenions, que nous recollions à l'actualité, hein, pour... déjà en présentant encore une fois nos condoléances à cette famille, rappeler qu'une famille a été quasiment décimée après avoir, dit-on, consommé du couscous qui aurait été mal conservé. Je rappelle qu'on est encore dans les conjectures en attendant le résultat officiel et promulgué d'une autopsie. J'aime toujours le dire, il va falloir qu'on y arrive, que lorsqu'un sujet est un sujet d'actualité et d'intérêt général, qu'après avoir fait les enquêtes, mené les enquêtes, posé un diagnostic, fait une autopsie, que l'on dise aux Camerounais de quoi est-ce qu'il était exactement question. Pareil pour la dame qui est morte en mondiovision, si j'ose dire, parce qu'elle était filmée le jour même de son mariage. Il faut que les Camerounais sachent, pas qu'on en soit toujours à rester sur les commentaires et que le lendemain, cette situation arrive, celle de cette dame décédée en plein mariage, arrive après que le pilote de la dernière fois, tombé également dans un supermarché, dans un mall ici à Bonamoussadi, qu'il soit décédé. Aujourd'hui, on ne nous a pas exactement dit de quoi il avait été question et les supputations continuent d'aller. Non, on l'a tué, on l'a pris dans la sorcellerie. Vous croyez que c'est simple? Mais voilà, autant de choses parce qu'on ne nous dit jamais à la fin de quoi il était exactement question. Donc en attendant, parlons de ce dont on peut parler, de ce que vous savez maîtriser, docteur, la conservation des aliments pour une santé efficiente. Alors, comment conserver les aliments? Le maïs, par exemple, qui est le coupable désigné de ce qui est arrivé à cette famille à l'ouest du Cameroun, comment est-ce qu'on conserve le maïs, par exemple, pour qu'il ne devienne pas dangereux? Avant qu'on en arrive aux conservations, à la méthode de conservation. C'est ça, les aliments en général. Oui, mais je voudrais qu'on observe déjà l'aliment, ok? Qu'on observe, pour nous qui sommes en Afrique, vous demandez à n'importe quel enfant quelle est la couleur, quelles sont les différentes couleurs de maïs que vous connaissez. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller au champ, ils vous diront, il y a le maïs blanc, il y a le maïs presque jaune, ils vous diront. Mais quand on se rend compte aujourd'hui, quand vous retrouvez un maïs qui est presque noirâtre, c'est-à-dire une couleur pâle, presque noire, comment est-ce que vous pouvez consommer un aliment qui ne ressemble plus à l'aliment à son origine et vous croyez que cet aliment est encore bien? Il y a un problème sérieux. Parce que le processus de conservation aujourd'hui a beaucoup changé en fonction des époques. À l'époque de nos parents, la meilleure façon de consommer, de conserver le maïs précisément, c'était le grenier. Et le grenier se faisait souvent en hauteur. Il fallait une bonne circulation d'air et une bonne qualité de chaleur qui devait venir par le foyer qui est en dessous. Ici, je note donc deux éléments. La qualité de l'humidité, le degré d'humidité et le degré de température, en degrés Celsius température. Mais si ces deux éléments ne sont pas respectés, là je parle de nos parents à l'époque qui n'avaient pas la connaissance que nous avons. Je vais parler maintenant en tant que scientifique. Voici ce qui est recommandé. Pour conserver les céréales, le maïs en particulier, il faudrait qu'en termes de degré d'humidité, on soit à 15 degrés d'humidité. Et il faudrait qu'en termes de chaleur, on soit entre 15 et 30 degrés de chaleur. La température la plus appropriée, c'est 21 degrés de chaleur. Et si vous exposez ces céréales-là à un niveau d'humidité très élevé, vous courez le risque de le germer. Aller dans la germination, l'humidité est élevée. Si vous le séchez exagérément, vous courez également le risque de le dénutrir. D'accord? Mais sauf que des gens aujourd'hui n'ont pas la méthode, la technique nécessaire sur le plan scientifique pour conserver et ne veulent même pas parce que ça prend trop de temps.
Si vous mettez le maïs, par exemple, dans un séchoir et que vous devez attendre, vous mettre à 21 degrés, à un nombre de temps pour qu'il atteigne et régler la température, l'humidité, il prend beaucoup de temps. Et il n'est pas rentable sur le plan lucratif et économique. Les gens vont faire quoi? Ils vont, toutes vos théories que vous dites là, vos expériences pour vous en tant que scientifique, ils vont mettre carrément des conservateurs. Et ces conservateurs vont donner l'impression qu'ils conservent, oui, de manière physique dans la durée, mais la vérité c'est que, en ce qui concerne la qualité de l'aliment sur le plan nutritionnel, c'est totalement dégradé, il devient nocif en ce moment. C'est pourquoi d'ailleurs, pour ceux qui sont dans les villages, si vous n'avez pas la capacité de jauger et de mesurer la température, le degré d'humidité, de jauger le degré de chaleur, vraiment je vous conseille, allez rendre visite à vos grands-mères et demandez-leur comment ils faisaient dans les greniers. Dans les greniers, oui. Et tant que le céréale n'est pas bien conservé, ne le consommez pas. Et là, je voudrais finir, Didier. J'ai fait, en première année d'université, nous avions un cours qu'on appelait chimie appliquée aux denrées alimentaires. Ne serait-ce que de par le thème de le titre de ce cours, il était démontré que lors de la période de conservation, il y a tout un changement chimique sur les aliments. L'aliment que vous avez au début d'une conservation, à l'arrivée de cette conservation, n'a plus les mêmes valeurs chimiques et les mêmes propriétés. Ça veut dire que si le processus de conservation est mal fait, vous dégradez l'aliment et vous causez aussi les risques d'avoir un changement chimique qui peut être nocif pour la santé. D'accord? Ce même maïs-là, d'ailleurs, on obtient la bière comment? L'alcool dans le maïs comment? C'est une dégradation. Oui. C'est une fermentation. C'est une méthode de conservation par fermentation. Je rappelle qu'on obtient aujourd'hui la lactofermentation, qui est une forme de conservation par les moyens de conservation. Ok, mais sauf que si vous conservez mal le maïs, il peut produire à l'issue l'alcool. Vous le conservez bien, il produit à l'issue. Comme plusieurs aliments. Comme plusieurs aliments d'ailleurs, même l'ananas, même les fruits. Bien sûr. Ça veut dire que la méthode de conservation est très, très, très importante. Oui. Vous ne maîtrisez pas la conservation, ne le consommez pas. Un aliment mal conservé est un danger pour la santé. Il faudrait le savoir. Oui. Il y a beaucoup de bactéries qui naissent pendant la conservation. C'est ça. Et quand ces bactéries ne sont pas maîtrisées, totalement annulées lors de la cuisson et les méthodes et les moyens de manipulation, vous les consommez, mais vous ingérez ces bactéries. Oui. Et bien sûr, toutes les maladies qui suivent peuvent suivre avec. C'est ça. D'ailleurs, même le riz, par exemple. J'ai toujours dit ici qu'on ne mange pas le riz sans l'avoir au préalable trempé pendant au moins 12 heures de temps. Oui, il faut 12 heures de temps. D'accord? Et pas du riz. 12 heures. 12 heures. Mais docteur, j'allais dire, c'est les 3 quarts de la population camerounaise qui sont dans les mauvaises pratiques. Mais depuis que nous existons. Nous vivons une génération de... je ne veux pas donner un mot choquant, je suis à la radio, mais on vit une génération où la plupart des gens sont sur les smartphones, mais sont plutôt désinformés au lieu d'être informés. Oui. On se comprend? On vit très mal, Didier. On vit très mal. Je dis toujours, lorsque je Nous avons des smartphones, mais nous sommes déconnectés. Totalement. Oui. Déconnectés. Oui. Pourtant, avec la connexion en main. La connexion. Et c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Il est démontré que le cerveau humain ne peut retenir et se concentrer que sur une chose pour être efficace. Quand on vous donne une multiplicité d'informations, on vous abrutit plus qu'on ne vous éduque. Ça veut dire qu'en ayant un smartphone où vous essayez de chercher tout partout en même temps, la vérité c'est que vous passez toute la journée là-bas, vous sortez, vous n'avez pas la bonne information. Et des fois vous êtes distrait par d'autres informations, tellement le flux est énorme. C'est fait à dessein. Oui. D'ailleurs, les bonnes informations ne se trouvent pas sur les lieux publics. Ah non, même dans les livres, vous n'allez pas trouver les bonnes informations dans certains livres, Didier. Ah non. D'ailleurs, si je me réfère à la médecine chinoise, il y a des pans de la médecine chinoise qui ne sont pas enseignés dans les universités chinoises. Vous ne les recevez que par initiation, en allant auprès du maître. Vous allez faire au moins 7 à 15 ans. Acquérir le savoir. Acquérir le savoir. Parce qu'il mais dit comme ça se faisait aussi chez nous, non? Puisque bien sûr. Il y a des grands maîtres en des matières qui transmettaient même aujourd'hui. C'est d'ailleurs pourquoi l'une des pratiques qu'en ville, on avait pour habitude d'envoyer les enfants au village, ce n'était pas seulement pour voir grand-mère. C'était pour acquérir également la sagesse de grand-mère. Qui fait initier. Bien sûr. La grand-mère devait initier les enfants à la connaissance ancestrale, en matière d'alimentation aussi.
Aussi parce qu'en ville, d'ailleurs, nos parents, pour ceux qui sont restés encore un peu dans la tradition, lorsqu'ils arrivent en ville et que vous leur donnez vos spaghettis bien passer 5 minutes au feu, ils ne mangent pas. Ma grand-mère ne mangeait pas les cochonneries de la ville. Elle préférait venir du village avec son sac de nourriture. Lorsque c'est fini, elle dit qu'elle rentre au village. Parce qu'elle savait que ce que vous avez dans vos frigos était plus un tas de poison que dans la nourriture. Je parle de ma grand-mère. Ou peut-être parce qu'elle n'était pas habituée à cette... Didier, vraiment, l'homme a une capacité d'habitude exceptionnelle. J'essaie de nuancer, mais c'est vous qui avez raison. Bon, nuancer comme vous pouvez. C'est vous qui avez raison. La vérité reste vérité, même si elle n'est pas acceptée. C'est vrai. Non, c'est vous qui avez raison. Là. Encore que l'expérience aujourd'hui, les faits donnent raison au fait que l'ignorance a toujours été un problème et non un avantage. C'est vrai. Il faut connaître, même si on ne met pas en pratique. Donc, lorsqu'on parle d'alimentation ici, ce n'est pas tout ce que les livres disent qui sont forcément la vérité. Parce que la véritable vérité ne se couche pas toujours dans les livres. On ne met dans les livres que des informations d'ordre général. Lorsque vous voulez avoir des informations d'ordre spécifique, parfois vous rentrez auprès des initiateurs, auprès de ceux qui sont loin. Je peux parler ici de la médecine chinoise, je peux parler de la médecine africaine. On a souvent reproché aux Africains, mais vous ne documentez pas vos connaissances, vous ne mettez pas. Mais bien réfléchi, les Africains sont bien en avance. Parce que pendant que vous ne connaissez, le vinaigre que vous utilisez, vous l'achetez au supermarché, fait comme vous pouvez là. Je vous rappelle qu'on fait le vinaigre au village avec la cendre. Et l'aliment est bien conservé. Avec la cendre. Absolument, Didier. Avec la cendre. Je connais même quelqu'un qui a voulu commercialiser ça. On lui a dit arrête ça. Si tu veux chercher l'argent, va chercher l'argent en ville. Ici, là, ça nous permet de mieux vivre. On ne cherche pas l'argent ici avec nos connaissances. Je vous rappelle que dans certains villages, il n'y a pas de morgue. Mais le corps peut se conserver jusqu'à une semaine. Bien sûr. En Égypte, il n'y avait pas de morgue. Oui. Mais on arrivait à conserver des cadavres pendant des années et des années. À les momifier. Avec momifier, avec le miel et les valeurs de la nature. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que le moyen de conservation est très, 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 très important. Mais il faudrait avoir la bonne information. Ne pas forcément lire les livres et se fier uniquement aux livres. Parce que les livres aujourd'hui sont comme les écoles de formation. Et on sait combien dans chaque école de formation, on vous formate pour répondre à un besoin bien précis dans la société. Celui qui écrit son livre a une idée bien précise, vous transmettre une connaissance que lui, il croit avoir compris. Mais ce qu'il a compris n'est vérité que dans son environnement. Absolument. Ailleurs, ce n'est pas vérité. Absolument. C'est pourquoi il faut toujours confronter les vérités. D'ailleurs, pour moi qui suis à mon petit niveau observateur, autrefois, je donnais monnaie comptant à tous les livres qui venaient d'outre-mer. Aujourd'hui, je prends celles avec beaucoup de pincettes. Absolument. Parce que leur vérité ne scie pas toujours à notre réalité. Et d'ailleurs, même l'un des leurs, qui est un penseur qu'on nous a enseigné, qui est Pascal, disait que vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Absolument. Pour dire que ce qui vaut pour un peuple ne vaut pas forcément pour un autre. Tout à fait. Surtout en matière d'alimentation. En matière d'alimentation, il faut arrêter de penser que parce qu'on fait comme ceux d'ailleurs, on est des évolués. Exact. C'est ça le problème aussi, docteur. Mais est-ce qu'on n'est pas là dans le marketing aussi? Ils ont su vendre leur potentiel alimentaire au-delà de leurs frontières. Nous imposer des choses dont nous n'avons pas besoin. Tu vas me permettre de parler encore de la Bible que j'aime bien, qui pour moi est un livre excellent. C'est ça. On reproche quoi à Lucifer dans la Bible? Pas ton grand commerce, tu as corrompu toute la terre. Alors, j'aime cette phrase-là. Pas ton grand commerce, tu as corrompu toute la terre. Oui. Ça, c'est Lucifer dans la Bible. Maintenant, je parle de mon oncle que j'ai beaucoup aimé, Monsieur Moukam, Michel, qui s'est reposé. Il disait, chaque fois que tu pars acheter pour revendre, il y a un peu le péché. Ça veut dire qu'entre l'achat et la vente, il y a un peu le péché. Le péché, c'est quoi? C'est un peu de mensonge. Un vendeur va te dire comment est-ce que son produit est excellent. Le marketing veut vendre. Et parce qu'il veut vendre, il te vend très souvent l'illusion. Il trompe. Il trompe en réalité. Il donne plus de valeur à son produit que son produit n'en a. Et il t'amène à croire que ce produit est ainsi. C'est ça le marketing. Mais à la vérité, c'est que le quotidien n'est pas toujours ce qu'on dit des produits. Et beaucoup de personnes ont consommé des aliments à cause de ce qu'ils ont entendu dire de l'aliment et non forcément encore de ce que l'aliment est en lui-même. D'ailleurs, quand on m'a vanté le saumon, on m'a vanté ceci, qui est un poisson qui n'est même pas cuit, carrément cru. On m'a vanté le cognac et tout ça. Je n'ai jamais goûté ces choses, mais j'ai vu quelqu'un qui rêvait tellement le goûter. Oui. Et le jour où il a goûté, il était déçu. Oui, caviar, foie gras, tout ça. Mais attends, voilà, c'est même quoi qu'on vante comme ça. Dans la bouche, ce n'est même pas bon. Et en plus, c'est considéré comme appartenant à la haute
Hein, si vous êtes de l'élite, c'est ce que vous devez manger. Malheureusement. C'est bien pour cela que lors de nos dîners, les rendez-vous dînatoires en grand milieu, hein, on vous propose justement ces menus-là. Je vais encore citer un verset biblique que j'aime bien. Daniel va dire, je vous prie, ne me donnez pas les aliments morts du roi. Laissez-moi manger mes herbes et mes fruits. Et évaluons après 10 jours. Si j'ai mauvaise mine, faites de moi ce que vous voulez. Ah oui? Oui. On l'a invité à manger à la table du roi. Du roi quand même. Les mets du roi. Oui, je ne parle pas de n'importe quel roi. Oui. Je parle de Nebuchadnezzar. C'est ça. Le plus grand que l'histoire du monde ait connu. Daniel dit que pardon, je ne mange pas les cochonneries de ce roi-là. Donnez-moi les fruits et les légumes. Avec ça, évaluons après 10 jours. On va voir qui se porte mieux. Et il est dit clairement que 10 jours plus tard, il était plus intelligent que tous les autres. Il faisait bonne mine que tous les autres. Et ça, c'est des milliers d'années avant. Oui. Je reviens aujourd'hui en 2024. Il est démontré aujourd'hui qu'en mangeant des fruits et les légumes, votre QI augmente. Vous avez bonne mine, vous êtes en santé. Que d'aller manger ce qu'on appelle haute classe, qui aujourd'hui est plutôt haute ignorance. Parce qu'ils veulent plaire à leur palais, mais pas forcément à leur santé. Absolument. Merci, Dr Safan. On a parlé des chenilles pour conclure notre odyssée entamée la semaine dernière dans l'univers des insectes. Et nous avons, actualité oblige, dû revenir sur la conservation des aliments qui nous a conduit également au fait qu'on doit faire très très attention aux aliments que l'on consomme, sur comment ils ont été conservés. Et ça, c'est important. Permets-moi de dire encore quelque chose à dire. Bien sûr. Dans la conservation des aliments, des céréales, tu as évoqué le maïs, qui était le couscous, qui a créé des... Bon, on espère que c'est pas ça. Oui, voilà, on suppute. On suppute. Oui. Mais toutefois, il est possible que ce même maïs ait effectivement créé ça si les méthodes de conservation n'ont pas été de bonne qualité. Maintenant, même le riz. Les gens conservent le riz comment? Il y en a qui vont laisser le riz passer la nuit, après qu'ils ont cuit, le lendemain, ils réchauffent le riz pour manger. Je vous rappelle qu'il y a un gros danger sanitaire à chauffer le riz et le manger. Très gros danger sanitaire. D'ailleurs, lorsqu'on a entré dans les méthodes de conservation par la cuisson, des méthodes de conservation par le froid, on a exposé sa santé. Parce que je rappelle, Didier, que le froid ne tue pas l'activité microbienne. Le froid ne tue pas l'activité microbienne. Il freine l'activité microbienne, mais sans le tuer. Dans le froid, les microbes continuent à évoluer normalement, sauf que leur progression est réduite. Ok? Vous pouvez mettre un aliment au froid, vous l'enlevez, il est pourri quand même. Il est pourri quand même. D'ailleurs, les femmes qui cherchent les poissons, qui mettent au congélateur, qu'elles laissent ça 1 an, non. Quand elles reviennent, même comme c'était au congélateur, parfois ça glisse. Parce que le processus de putréfaction a continué. C'est ça. Ça, c'est du côté du froid. Méthode de conservation qui a ses limites. Si on vient maintenant à la chaleur, mais la chaleur ne tue pas tous les microbes. Il y a les microbes sporulés qui résistent à la chaleur. Précisément sur le riz, il y a un microbe qui résiste à la chaleur. Que lorsque vous l'avez enlevé, vous l'avez mis au frais, vous dégivrez pour essayer de réchauffer, mais vous vous exposez plutôt à souffrir des spores laissés par ces microbes-là et qui vont venir détruire votre corps. Ce microbe a un nom, ces bactéries ont des noms. Des noms très scientifiques que je n'aime pas souvent citer parce qu'en citant, ça fait très intelligent, mais ça n'aide pas forcément l'auditeur lambda qui est à la maison qui nous écoute. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que le froid est un excellent moyen de conservation, mais attention, ça a des règles. Si ces règles ne sont pas respectées, le froid n'aide pas du tout. La chaleur également est un moyen de conservation, mais ça a des règles. Si ces règles ne sont pas conservées, ça n'aide pas. D'ailleurs, on ne devrait passer au froid qu'un aliment dès lors qu'il est cueilli. On sait que chez nous, on n'a même pas de voiture frigorifique pour aller dans les champs. On ne devrait conserver, on devrait mettre dans le froid qu'un aliment que lorsqu'il est cueilli. Ça veut dire que le processus de conservation d'un aliment par méthode de froid commence à la cueillette. Dès qu'il est cueilli, immédiatement, il entre dans un conteneur frigorifique qui conditionne, qui contrôle en température, en humidité, toute sa conservation. Toutes ses propriétés en place. Toutes ses propriétés est conduit dans un entrepôt déposé à la même température avant conservation. Et lorsqu'il sort du froid, il est consommé immédiatement. Donc on respecte la chaîne de froid. Voilà, c'est ce qu'on appelle le trépied frigorifique de mon voisin. C'est le processus de conservation des aliments par le froid. D'accord.
Mais qui le il est respecte? dangereux de sortir un aliment, de le remettre au frigo. Oh, mais c'est un poison. On ne fait presque que ça chez nous, docteur. On enlève, on met dans l'eau, on dégivre. On prend une partie, on remet l'autre au frigo. C'est la mort assurée. Vous mangez quoi? Merci, docteur. Je vous en prie, Didier. À très bientôt. Merci.